L'objectif, quand on s'est lancé en 2018, on s'est dit on veut former 10 000 personnes par an en 2028. Donc on s'est donné directement des objectifs à 10 ans, avec cette logique d'être ambitieux. Je fais partie d'un think tank qui s'appelle le Galion Project, où il y a plein d'entrepreneurs. Et ce qui est génial, c'est qu'on a tendance à se dire, faut pas chercher petit, c'est go big or go home, et directement de se dire, à 10 ans, on va chercher à créer un champion national. Donc c'était un peu l'idée. C'est curieux cette méfiance autour de l'investissement financier. Alors qu'investir est tout simplement incontournable pour construire le monde de demain, quelle que soit la manière dont on l'imagine. Et vous savez quoi ? Prendre conscience de cette réalité, c'est déjà apporter une première pierre à son édifice. Bonjour, je suis Aurore Perrin et mon objectif avec Just Focus, c'est de mettre en lumière le pont entre des investisseurs qui ont des idées, des projets, des convictions et leurs investissements qui sont un moyen de créer un futur qui leur ressemble. En proposant un nouveau rapport à l'argent, aussi exigeant sur sa performance que sur son sens, Just Focus est une invitation à passer à l'action. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille Cyril Pierre de Gaillard. Cyril, c'est un serial entrepreneur, le genre qui aime monter des boîtes en partant de zéro pour le plaisir de les créer. Passionné de formation, il se concentre maintenant sur la reconversion professionnelle grâce à 2 écoles nouvelle génération qu'il a fondées, Rocket School et l'école Gustave. Cyril, tout d'abord, peux-tu te présenter et me raconter ton parcours ? Bonjour. Mais écoute, enchanté, je suis ravi d'être là pour partager, parce que mine de rien, il y a plein de choses à faire dans l'entrepreneuriat, il y a plein de choses à faire en France. Après, faut oser, faut prendre les bonnes directions, et c'est un petit peu la difficulté. Moi, j'ai un parcours assez libertaire, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai jamais vraiment aimé l'école, et je me suis retrouvé par contre dans l'entrepreneuriat, parce que j'avais la capacité de faire ce que je voulais, d'avoir une liberté d'action qui était assez forte. J'ai beaucoup hésité sur ce que je voulais faire comme école. Finalement, j'ai fait de l'informatique. J'adorais le commerce. Ensuite, j'ai un peu migré vers le commerce. Et aujourd'hui, je suis sur des projets qui sont des projets à impact, des écoles de l'économie sociale et solidaire, donc des écoles qui ont une vocation de reconversion, d'excellence. L'école Rocket School d'abord, qui est une école qui forme des commerciaux, des growth hackers, des professionnels du marketing. Et l'école Gustave, qui va encore plus loin, qui forme des plombiers, des électriciens, donc qui nous permet de toucher des publics très éloignés de l'emploi. Et aujourd'hui, on a des taux de retour, des taux de sortie positifs qui sont aux alentours de 96%. Donc, on est très fiers de ces résultats et de l'impact qu'on a en France auprès de plein de populations. Alors, tu n'en es pas à ton coup d'essai, je crois, avec Rocket School et l'école Gustave. Est-ce que tu peux nous raconter quelle était ta première boîte et puis celle que tu as pu créer par la suite ? Alors, avec plaisir. L'entrepreneuriat, c'est venu assez naturellement. Moi, j'ai toujours aimé vendre, aimé faire plein de choses. Quand j'étais petit, je vendais des pierres précieuses, entre guillemets, que j'allais trouver en Ardèche. Et je me souviens, j'avais mis une petite planche avec marqué « Vente de pierres précieuses plus loin ». Et j'avais 12 ans ou 13 ans, j'avais mis un petit stand. Et je me souviens avoir vu arriver une très belle femme avec des grands talons avec son chéri qui sont arrivés jusqu'à cette boutique de pierres précieuses qui n'était finalement que ma petite table avec des pierres ramassées au bord de la route. Mais il y avait très tôt ce côté, j'aime bien créer des choses. Et j'ai eu une révélation dans ma carrière, une révélation quand j'ai fait une école qui s'appelle EPITA. J'étais pas l'étudiant le plus brillant du monde, j'avais tendance plutôt à m'embêter en classe. Et quand je suis arrivé à EPITA, on a fait ce qu'on appelle la piscine, qui a été démocratisée par 42, qui est une sorte de formation intensive qui dure 1 mois. Et le premier jour où je suis arrivé, on m'a dit « Assieds-toi devant un ordinateur ». On m'a dit « Voilà ce qu'il faut que tu fasses ». On m'a donné 3 consignes et j'avais 24 heures pour le faire. Et d'étudiants qui allaient à marche forcée à l'école, je me suis retrouvé étudiant qui, le matin, arrivait avec le sourire et partait à 3 heures du mat en bus de nuit pour rentrer chez lui, toujours avec le sourire. Et c'est un peu le début de l'entrepreneuriat, ce learning by doing que j'ai vécu à EPITA. Donc, apprendre en faisant, ce qui s'approche un peu de l'approche Montessori. Et d'élève plutôt moyen, j'ai fini vice-major avec une petite particularité, et c'est bien parce qu'on va parler finances, moi j'aime pas du tout devoir de l'argent, et EPITA c'est une école qui coûtait assez cher, et donc j'étais très investi dans la junior entreprise, et donc avant même de finir mes études, j'avais bossé pour une 15aine de boîtes sur des petites missions, donc naturellement, quand j'ai fini EPITA, j'ai créé ma première boîte, qui était une sorte de web agency. Alors c'était en 2001,
Donc Web Agency, Agence 360, aujourd'hui ça peut paraître un peu désuet, un peu classique, mais 2001 c'était le switch du monde des imprimeurs vers l'internet. Donc on était au tout début, c'était super sympa. Puis après, en parallèle, on a commencé à donner de la formation, à donner des cours. J'ai écrit plusieurs bouquins sur un livre qui s'appelle PHP, enfin sur un langage qui s'appelle PHP. Et naturellement, on a vendu les actifs de la société qui faisait du conseil en informatique et on s'est concentré sur la formation, qui est un sujet que j'aime beaucoup transmettre, qu'on a vendu en 2008. Alors, je ne sais pas si je te raconte jusqu'à maintenant. Alors, tu nous as pas dit quand est-ce que tu as créé Rocket School. Donc, est-ce que c'était juste après ou est-ce que c'est passé des choses Non, c'était pas juste après. Alors, pour la petite anecdote, on a eu de la chance. On a vendu cette boîte de formation en juin 2008. Et ceux qui s'en rappellent savent que juste après, il y a eu une sorte de mini-crack. Donc, on l'a vendu avec une belle valorisation. On était très contents. Et classiquement, on a eu un earn-out puisqu'on était une dizaine dans la boîte. Donc, c'est une petite structure. Il n'y avait pas de middle management. Donc, forcément, on nous a demandé de rester, ce qu'on a fait avec plaisir. Jusqu'en 2011. 2011, j'ai fait un tour du monde avec cette idée de me dire j'ai plus tellement besoin de travailler puisque j'ai gagné, alors c'était pas des dizaines de millions mais c'était suffisamment pour se sentir assez à l'abri et en vrai je me suis embêté. Au bout de 3 mois, je me revois. Quel âge ? J'avais 30 ans. Je me revois en Argentine dans un énorme bus en train de faire le business plan de ma prochaine boîte. Et là, je me suis dit, Cyril, accepte le fait que tu ne sois pas un contemplatif. Tu as besoin de créer. Et donc, je suis rentré en France et je me suis dit, essaye de donner un peu plus de sens à ta carrière. Donc, comment donner du sens ? En allant plus vers l'éducation. Donc, début 2011, j'avais cette idée de créer une sorte de bootcamp, une formation courte intensive de code. Un peu comme le wagon, vous connaissez peut-être le wagon, c'est une formation courte qui permet d'apprendre les bases du code. Et le wagon n'existait pas à l'époque, hein. Donc c'était assez en avance de phase. Donc j'avançais sur ce projet quand j'ai reçu un coup de fil du patron d'Epitech, Nicolas Sadirac, qui m'a dit « Cyril, j'ai 2000 étudiants à Epitech, on voudrait le passer à 5000, on voudrait faire des partenariats avec HEC, avec les Gobelins. » Et il m'a dit « J'ai besoin d'un bras droit, est-ce que tu veux me rejoindre ?» Donc j'ai beaucoup hésité entre mon petit projet, un petit impact, et rejoindre Epitech, plus d'impact. Et finalement, j'ai rejoint Epitech. Donc, on l'a passé de 2000 à 5000. Donc, j'ai fait ça jusqu'en 2018. En parallèle, je suis devenu prof affilié à HEC. J'ai investi dans pas mal de boîtes, dont Blablacar, qui est la plus connue. Et en 2018, ça nous amène à Rocket School. En fait, j'adore Epitech, j'adore HEC. Mais Epitech, on est aux alentours de 8 000 € par an et HEC aux alentours de 20-25 000. Donc, on est sur des écoles qui sont d'excellence, qui sont vraiment très bien, mais qui ne sont pas forcément aussi inclusives qu'elles pourraient l'être. Et je me suis dit, du haut de mes 40 ans récents, ma petite crise de la quarantaine, est-ce que toi, tu ferais pas cette école qui soit une école inclusive et d'excellence ? Et donc, c'est de là qu'est venue Rocket School, donc école de commerce et marketing, qui a vraiment cette vocation d'excellence, mais ouverte à tous. Et comment on fait pour être ouvert à tous ? On utilise en recrutement les soft skills. On parle beaucoup en recrutement d'utiliser les soft skills, les talents, les traits de caractère des gens. Et ça nous permet d'aller chercher des gens comme Katia, qui était à la DAS parce que ses parents, c'était compliqué, qui a dû devenir coiffeuse très vite pour gagner de l'argent, qui à 30 ans, mère célibataire de 2 gamins, se dit j'ai envie de faire autre chose de ma vie, qui aujourd'hui a un bac+3, est commercial, gagne très bien sa vie. C'est comme Vincent, qui était vulcanologue, à l'inverse, un bac+8, mais qui était au chômage depuis 1 an, parce qu'il n'y a pas assez de volcans et je ne peux pas vraiment l'aider à en faire plus, en tout cas pas rapidement, et qui aujourd'hui est growth hacker. En fait, grâce à la personnalité des gens, on est capable de détecter les talents. Donc comment est-ce que vous analysez la personnalité des gens ? Parce que je comprends l'idée, après la mise en pratique est peut-être... Alors, tous les gens qui postulent à Rocket School vont passer un test de personnalité qui s'appelle Assess First. C'est une boîte du marché qui fonctionne très bien. Il y a beaucoup d'entreprises du CAC 40 qui l'utilisent. Et en 1 heure de test, on va lister de 1 à 10 une trentaine de traits de caractère. Et nous, ce qui va nous intéresser pour un commercial, c'est on va regarder des gens qui aiment aller vers les autres. Parce que quelqu'un qui n'aime pas aller vers les autres, qui est un introverti, il va peut-être réussir à être commercial, mais on prend un peu plus de risques. Ça lui coûte beaucoup plus, ouais. On cherche quelqu'un qui est persévérant. Quelqu'un, quand on lui dit non, il dit pas « ah, tant pis ». Il dit « ah bon, pourquoi ?» Il essaye de creuser.
On dit souvent, le commercial, on ferme la porte, il rentre par la fenêtre. Et le troisième axe qu'on va chercher, le trait de caractère, c'est des gens qui aiment bien le challenge, parce que des commerciaux, ils ont une grosse partie de leur salaire qui est en variable. Donc, il faut aimer le challenge. Et en utilisant ces 3 traits de caractère dans notre sélection, ça nous permet de trouver, ce Vincent qui était vulcanologue. Ça va nous permettre de trouver Katia qui était coiffeuse, Aaron qui était militaire, et des gens qui viennent de partout et qui se reconvertissent vers ces métiers qu'ils recrutent. Donc, tu montes ça en 2018, c'est ça ? Oui, tout à fait. Tu évoquais aussi l'école Gustave tout à l'heure. Est-ce que c'est le même fonctionnement ? C'est quoi la différence par rapport à Rocket School et pourquoi avoir monté les deux en même temps ? Tout à fait. Alors, c'est une école à impact. Donc, c'est un projet de l'économie sociale et solidaire. C'est quelque chose qu'on met dans nos statuts. Il y a plein de règles qui en découlent. Typiquement, on n'a pas le droit de se verser plus de 50% de dividendes. Entre le plus petit salaire et le plus haut salaire, il y a un x7. Donc, si on veut payer ultra bien quelqu'un, du coup, il va falloir, à l'inverse, payer aussi bien ceux qui sont en bas. Donc, c'est quelques règles importantes. Donc, c'est une société à impact. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'aider un maximum de monde. Des gens qui sont au chômage, qui sont en recherche. Alors, sur les métiers du commerce et du marketing, il faut quand même des prérequis de savoir bien écrire, de savoir bien s'exprimer, etc. En France, on a quand même une difficulté. Quand on regarde dans Paris, mais aux frontières, on a des gens qui sont très éloignés de l'emploi. On a des gens qui sont des réfugiés, des gens qui ne parlent pas bien français, des gens qui ne croient plus en la France, à qui, aujourd'hui, notre système ne permet pas forcément de tendre la main. Et autant sur Rocket, on est ultra content de l'impact, autant on se dit, mais on ne peut pas aller les aider, ces gens-là. Comment on fait ? Donc, on a identifié d'autres métiers qui sont en tension. Les métiers du BTP, il y a 200 000 projets de recrutement là, qui sont notés sur Pôle emploi, sur leur étude besoin en main-d'œuvre. Et 2 employeurs sur 3 disent on n'arrive pas à recruter. Donc, il y a une énorme tension sur le marché. Faute de compétences ou faute de candidats ? Faute de candidats formés. Et donc, comme il y a cette tension, on s'est dit, on va créer une école qui forme au métier du BTP. Et donc, on a commencé par le métier de plombier sur Paris, enfin à Saint-Denis. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on est capable d'aller chercher, j'en parlais hier avec un de nos formateurs qui me disait, là, j'ai 5 Afghans, ils parlent à peine français, ils écrivent très mal, mais c'est des super bosseurs. Et ces gens-là, ce qui est top, c'est qu'à la fin, ils vont avoir un diplôme, ils vont avoir un boulot et ils vont être bien insérés dans notre société. Donc l'objectif sur Rocket et sur Gustave, c'est d'avoir un impact positif fort sur la société et de permettre, quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, le bien vivre ensemble, c'est pas forcément évident, une petite goutte d'eau pour permettre à un petit peu plus de monde de s'insérer dans cette dynamique où en France, en vrai, on peut y arriver. Après, il y a le syndrome de l'imposteur, faut se donner les moyens, faut y croire. Mais aujourd'hui, si tu bosses en France, tu peux y arriver. Et moi, je veux qu'avec Rocket et Gustave, on soit ceux qui vont tendre la main aux gens qui veulent s'en sortir. Est-ce qu'il y a des projets d'autres écoles complémentaires sur d'autres types de métiers en cours ou c'est pas du tout d'actualité, il y a déjà suffisamment à faire? Alors ça pourra, je pense sur Rocket, l'objectif c'est de créer un groupe d'éducation supérieure qui soit assez large. On va lancer cette année un nouveau métier, le TAM, Talent Acquisition Manager, qui est un recruteur finalement. Et un recruteur, c'est quoi ? C'est un commercial qui maîtrise la RH. Trouver des bons talents, c'est aller les chercher, échanger avec eux, écouter leurs problématiques, voir si ça peut matcher. Donc on va lancer cette partie-là. Et puis après, pourquoi pas lancer toute la partie qui serait liée au RH. Mais ce sera dans quelques années. On réfléchit aussi à aller sur du no-code. Aujourd'hui, les profils qui font du growth marketing, donc marketing digital 3.0 tel qu'on le fait aujourd'hui, c'est de l'utilisation de l'IA, de l'utilisation du no-code. Et donc on pourrait faire Rocket School no-code. Puis ensuite, pourquoi pas aller vers du code. L'objectif, quand on s'est lancé en 2018, on s'est dit on veut former 10 000 personnes par an en 2028. Donc on s'est donné directement des objectifs à 10 ans, avec cette logique d'être ambitieux. Je fais partie d'un think tank qui s'appelle le Galion Project, où il y a plein d'entrepreneurs. Et ce qui est génial, c'est qu'on a tendance à se dire, faut pas chercher petit, c'est go big or go home. Et directement de se dire, à 10 ans, on va chercher à créer un champion national. Donc c'était un peu l'idée. Donc, sur la partie Rocket, effectivement, elle est un petit peu plus loin. La partie Gustave, les métiers du BTP, il y en a tellement, donc on va continuer. Puis, on va essaimer un peu partout en France. Rocket, on a 10 campus. Gustave, on en a 5. Et on va continuer à se développer. Il y a déjà... Tu nous donnes le nom des villes, comme ça, s'il y a des gens qui nous écoutent et pour savoir si c'est à côté de chez eux. Si vous voulez recruter des commerciaux, dans le marketing, alors d'abord, ce sera Rocket. Donc, on est sur Paris, on est sur Lille, on est sur Le Havre, on est sur Nantes, on est sur Bordeaux, on est sur Lyon, on est sur Marseille, Toulouse, Nice, Montpellier. Je crois que j'ai fait les 10. J'ai pas compté. Je réécouterai. Et sur la partie Gustave, si vous cherchez à recruter des plombiers ou vous avez des boîtes qui galèrent, n'hésitez pas parce qu'on a des bons profils. On est sur Paris pour l'instant.
on a ouvert à Lyon, on a ouvert à Bordeaux et on est également à Lille. Et puis on va chercher à se développer sur d'autres campus. C'est des formations qui durent combien de temps à chaque fois ? On est sur un modèle qui est plébiscité par France Travail aujourd'hui, qui est un emploi plus une formation. C'est-à-dire que nous, on fait tout le travail d'identifier des talents, on les forme pendant 3 mois avec un mécanisme qui s'appelle le POE, qui est financé par France Travail, donc qui ne coûte rien à l'entreprise. Et pendant 3 mois, on a un objectif ultra opérationnel. C'est-à-dire que le commercial, il va apprendre à faire des listes de clients, à prendre son téléphone, à appeler 50 fois, faire des emails, prendre un rendez-vous. Pas plus. En 3 mois, il sait faire ça. Et comme ça, ensuite, il arrive en entreprise, en alternance, du coup pendant 1 an, pour aller chercher un diplôme à la fin. Donc pour l'entreprise, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce modèle-là, elle n'a pas à financer la formation préalable. C'est France Travail qui le fait. Elle a un employé qui arrive, qui sait tout de suite faire quelque chose, donc on enlève les freins au recrutement, et qui est en alternance, donc du coup qui lui coûte un peu moins cher, mais avec cette contrepartie de se dire, c'est quelqu'un qui est en alternance, donc qui est aussi là pour apprendre. Donc c'est vraiment un deal gagnant-gagnant, je trouve, pour l'apprenant qui du coup va avoir 1 an pour monter en gamme, parce que quand on est commercial, payer 40 000 euros, charger, ça coûte 70 000 à l'entreprise, tu as intérêt à vite carburer, à générer du lead. Or, en 3 mois, on ne peut pas faire des tueurs. Alors qu'1 an après, on a des gens qui sont tout à fait opérationnels pour prendre le job. Oui, c'est ce qu'on verra avec Laura aussi tout à l'heure, d'ailleurs, il me semble qu'elle était formée justement à Bonne École. Tout à fait. Il y a quelque chose qui m'interpelle, tu disais en commençant que tu étais entrepreneur, tu as commencé par monter une entreprise. Est-ce que monter une école, c'est comme monter une entreprise ? J'ai l'impression que tu as une approche quand même qui est très entrepreneuriale de l'école dans ton entreprise. Mais j'aimerais bien savoir si tu as identifié des différences, des choses qui varient entre ce projet d'école versus l'entreprise que tu avais montée pour commencer. Non, en fait, moi j'avais bossé dans la formation professionnelle, c'est plus facile. Monter des écoles, c'est compliqué parce qu'il y a plein de barrières à l'entrée. Il faut un diplôme, il faut montrer un blanc-seing, il faut générer du sourcing d'étudiants, être rassurant, donc c'est assez complexe. Mais en fait, je pense que c'est comme toute entreprise, tout type d'entreprise a des barrières à l'entrée. Ça peut être un brevet, ça peut être d'avoir des diplômes, etc. Donc au final, c'est assez similaire, mais c'est plus complexe qu'une école classique. Le plus simple, c'est de vendre ses propres services. Par exemple, quelqu'un qui est dans le marketing digital peut vendre ses services, de faire de la pub sur les réseaux sociaux pour une entreprise, et finalement, on se vend soi. Ça, c'est facile. Après, créer une entreprise qui est encore plus une école, il y a plein de... Il y a une complexité, il y a différents leviers qu'il faut maîtriser. Effectivement, je n'aurais pas pu la créer à 20 ans. Là, à 40 ans, c'était plus facile parce que je connaissais ces problématiques. Ouais, tu t'es appuyé sur un réseau que tu avais déjà ou des... Alors, les difficultés, ça a été quand on crée une école, on a besoin d'un diplôme. On a besoin de diplômer avec un titre et on ne peut pas avoir un titre comme ça en claquant des doigts. Donc la solution, c'était d'aller voir des écoles qui ont des titres et de leur dire, écoutez, voilà, j'ai vu votre titre, j'ai analysé la pédagogie, j'ai analysé le programme, j'aimerais l'utiliser et former mes propres étudiants dessus. Donc en fait, on va trouver un titre qui correspond et on va faire un deal avec l'école qui le tient. C'est compliqué de trouver ça parce que l'école, elle gagne quoi ? On paye l'école. Si, okay. Bien entendu. En général, tu payes entre 500 et 1000 euros par étudiant par an. Pour le diplôme ? Pour le diplôme, c'est ça. Et après, il y a plein de contraintes, c'est-à-dire que tu dois faire leur programme, tu dois vérifier qu'ils ont bien les diplômes en entrée, etc. Donc, il y a pas mal de contraintes. Donc ça, c'est le premier gros sujet qui n'est pas évident. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, il y a un peu une tendance de créer des écoles. Je pense que le wagon qui a bien réussi, Rocket School aussi, on est assez visible, et donc il y a pas mal de monde qui veut créer des écoles. Et il y en a assez peu finalement qui arrivent de passer de l'organisme de formation, où on vend un bootcamp 3 mois, où c'est la personne qui paye, mais il n'y a pas de diplôme, à l'école, qui fait de l'alternance, qui a un diplôme, qui a des locaux. Donc première difficulté, c'est le diplôme. Ensuite, les locaux, c'est horrible. Parce qu'il faut être ERP, établissement recevant du public. Quand on reçoit du public, c'est très complexe. Donc ça, c'est une des premières difficultés, sachant qu'aussi, quand on loue des locaux, souvent on part sur un 3-6-9 classique. Quand on loue, on s'engage sur 3 ans, 6 ans, 9 ans. Sauf que quand on crée son école, on a 50 étudiants, alors que dans 3 ans, on aura peut-être 1000. Et on ne peut pas prendre des locaux pour 1000. Donc il y a cette difficulté-là. Être rassurant pour les étudiants. Pardon, vous contournez comment du coup cette difficulté ? Parce qu'effectivement, sur le papier, ça a l'air compliqué. Alors, au début, ce qu'on fait, c'est que quand on crée, là, on ouvre à Toulouse et à Montpellier, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans des incubateurs pour les 6 premiers mois, 1 an. Ensuite, on prend des locaux, on essaye de partir, si on peut, sur des bails précaires.
Mais voilà, c'est plein de petits sujets, c'est pas impossible, mais il y a plein de difficultés qui s'additionnent et il faut avoir un petit peu de recul, connaître un petit peu le secteur pour pas se planter, quoi. Ok, je comprends. Il y a quelque chose qui m'intrigue parce que tu as quand même fait un passage du coup après cette première agence par Epitech, donc tu es revenu au salariat. Alors que tu nous disais justement que tu étais quand même bien dans tes baskets d'entrepreneur. Qu'est-ce que ça a fait de retourner au salariat quand on a l'habitude d'entreprendre ? Alors, je n'étais pas vraiment salarié quand j'étais sur Epitech. Je facturais via ma structure et j'étais au 4/5e. Ce qui me permettait, en parallèle, j'en ai pas parlé, mais j'ai relancé un autre organisme de formation, j'ai lancé d'autres petites entreprises. En vrai, quand on est au 4/5e, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vos soirées, votre journée en plus, votre week-end. Donc, en fait, ça vous fait 2 semaines. Donc, si vous êtes passionné, vous pouvez potentiellement gérer votre mission pour votre boîte de façon très sérieuse et avoir votre 2e semaine de 4 jours et gérer le lancement d'une autre entreprise. Et du coup, j'avais une grande liberté d'action. Ce qui était assez intéressant avec Nicolas Sadira, qui était le patron d'Epitech, c'était qu'il était très fan d'innovation. Donc moi, j'avais la chance d'être sur un rôle de directeur général adjoint, mais plutôt sur de l'innovation que sur de la structuration, du suivi, etc. Il y a une autre chose sur laquelle je voulais te faire réagir quand on préparait cette interview. Tu me disais que toi, ce qui te faisait vraiment le plus kiffer, c'était le 0 à 1. Et tu me disais quelque chose que j'avais jamais entendu, qui était de dire, mais en fait, j'ai été identifiée comme ayant ce profil-là d'entrepreneur. Et ça m'a interpellée, j'y repensais après, je me demandais, j'aurais bien aimé que tu me racontes, voilà, comment est-ce que tu as identifié ça, c'est quoi cette caractéristique, pourquoi est-ce que tu préfères justement ces phases-là dans la création d'entreprise ? Alors c'est marrant parce qu'effectivement, on en reparlera peut-être après, mais j'investis dans une boîte qui s'appelle Blablacar et leur directeur général Nicolas, donc c'est pas Frédéric Mazzella qui est le plus connu, mais Nicolas, quand on discutait, je lui parle de ce que j'ai fait et il me dit de façon très naturelle, « Ah bah toi t'es un 0 to 1 ». Et je lui dis, bah, de quoi tu parles ? Ah, bah, c'est les profils, 0 à 1 million, c'est le profil un peu de créateur qui a la capacité à lancer un projet. Et c'est assez rigolo parce que Nicolas, il a fait l'INSEAD, il était dans des fonds et il a vraiment une capacité d'analyse des gens, du business qui est assez forte. Et il m'a dit ça d'une façon très naturelle. Du coup, depuis, j'ai creusé. Et effectivement, moi, ce que j'aime bien, c'est de partir d'une idée et de donner vie à une idée. Il faut une énergie colossale, il faut croire dans le projet à 3000%, il faut avoir la capacité de leadership, de financement, etc. Et en fait, moi, c'est ce que j'adore. J'adore quand on est dans une zone un peu de flou et de chaos et on doit donner vie à un projet. Et après, il y a de 1 à 5. Et ça aussi, je sais le faire. Et mon associé sur Rocket School, qui était un ancien d'un cabinet de conseil, le faisait très bien. Donc, on a structuré les choses. Ensuite, de 5 à 10 et puis de 10 à 30, c'est encore différent. Et ce que je trouve très important, c'est un peu une de nos baselines, un de nos piliers chez Rocket School, et Gustave, c'est dire mettre la bonne personne au bon endroit. Et aujourd'hui, on n'a qu'une vie. Et si on veut être heureux dans cette vie, il faut qu'on soit heureux dans notre vie pro. Et c'est tellement important d'être dans une zone où on est bien. Moi, la zone où je suis bien, c'est de 0 à 1. De 1 à 5, j'aime bien aussi. À 10, c'est un petit peu différent. Et typiquement, pour vous donner un exemple, aujourd'hui, je le vois très bien. Moi, j'adorais faire un peu de growth hacking, toucher au marketing, faire des automatisations. Et aujourd'hui, chez Rocket School, on a une fille qui s'appelle Jessica, qui est une ancienne de chez Apple, qui est une tueuse en acquisition numérique et en marketing. Et elle a mis plein d'automatisations, elle fait plein de trucs. Elle est meilleure que moi. Et aujourd'hui, moi, des fois, je fais des trucs, je m'amuse, je vais tester quelque chose, je casse tout. Alors, je me fais pas engueuler parce que je suis le CEO, mais je sens bien que j'emmerde tout le monde et puis je suis moins efficace que les autres. Donc, au début, de 0 à 1, faut savoir un peu tout faire. Et forcément, après, quand tu passes de 5 à 10, tu as des gens qui sont très, très forts sur un sujet et tu peux pas, toi, être une star sur tous les sujets. Donc, à un moment, il faut aussi savoir céder sa place. Et c'était d'ailleurs... c'était le CTO de Blablacar, un des 3 fondateurs, Francis Nappé, qui m'avait dit, moi, mon poste de CTO, je l'ai quitté trop tard, parce qu'il n'avait pas ce recul de se dire, c'est plus ma place. Et du coup, gérer une équipe de 3 personnes, ça demande certaines qualités. Gérer une équipe de 50 personnes, c'est pas les mêmes qualités. Et là, aujourd'hui, il est plus le CTO de Blablacar. Enfin, ça fait quelques années. Il a quelqu'un qui gère ça beaucoup mieux que lui, et il est ravi. Et il m'a dit, tu vois, je suis parti trop tard. Je me suis trop longtemps accroché à ce poste. Et d'avoir tous ces feedbacks d'entrepreneurs, ça permet, pareil, d'écouter ce podcast, ça vous donne plein d'input pour demain, si vous voulez créer une boîte ou manager vos équipes. C'est mettre la bonne personne au bon endroit, c'est ultra important. Et se mettre au bon endroit aussi est ultra important. Sa zone de réussite, sa zone de plaisir.
Ouais, super intéressant. Merci beaucoup Cyril. Je pense qu'effectivement c'est très instructif aussi pour ceux qui nous écoutent. Voilà, Just Focus c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Sapiens, premier family office digital qui a rendu possible sa réalisation. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, il existe plusieurs manières de le faire. Parlez-en autour de vous et partagez-le largement sur les réseaux sociaux. Pensez à mettre un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dans le prochain épisode, nous accueillerons Pierre Moreau pour parler réinvestissement avec Cyril. Comment il a réinvesti d'une boîte à l'autre, jusqu'où cela peut éviter de devoir lever des fonds, mais aussi quel est ce fameux paradoxe de l'entrepreneur qui en fait serait le dindon de la farce dans les levées de fonds.